La journée a été tellement remplie d'événements qu'il était difficile de choisir de quoi parler aujourd'hui. Je vais bien sûr parler de l'aveu d'une personne, ainsi que de la pose de bombes dans les quartiers généraux près de ceux du Parti démocrate républicain. Mais je vais commencer par le milliard volé à Minneapolis. On écrit déjà que ce n'est pas 1 milliard qui a été volé, mais 8 milliards. C'est bien sûr une histoire absolument incroyable par la stupidité et la bassesse du pouvoir. C'est une leçon pour ceux qui disent « Le gouvernement va tout régler, il est sage. L'ovedas d'actor consorção. » J'ai une confiance à 100% dans notre gouvernement, dans les boucs émissaires élus et dans les gestionnaires de nos biens communs. À la fin, il y aura une courte vignette sur 6 membres du Congrès qui ont appelé nos militaires à ne pas obéir aux ordres du commandant en chef. Et maintenant, passons au guide du vol. Si on vous disait que tant qu'il y a un problème de sans-abri dans votre ville, vous recevrez 100 millions de dollars par an et que votre tâche, comme on vous l'a expliqué, est d'éliminer ce problème. Vous ne voyez rien de louche dans cette proposition ? Non, tant que le problème existe, vous recevez des sommes fabuleuses, mais dès que ce problème disparaît, l'argent disparaît aussi. Où sera dirigée votre motivation ? Résoudre le problème ou le maintenir jusqu'à votre départ à la retraite non méritée. Mais d'un autre côté, la mission, la tâche qui vous est confiée, c'est de résoudre ce problème. Donc le bien public t'apporte, ou plutôt t'enlève 100 millions, c'est-à-dire qu'il y aura un bien, mais on t'enlèvera 100 millions. À votre avis, que fera 99% de l'humanité ? Remarquez, je n'ai pas dit 100%, parce qu'il peut y avoir par hasard quelqu'un qui, soit c'est un ange de Dieu naïf, mais s'il l'était vraiment, personne ne l'aurait nommé à un poste de chef. C'est ça, il faut partager avec le supérieur hiérarchique, et non pas rester les bras croisés. Donc, pour que non, pas vous, bien sûr, pas vous, vous êtes quelqu'un de bien, mais pour que tous les autres fassent ce qu'ils font habituellement dans ce genre de situation. Ils obtiennent des victoires et des accomplissements, mais de façon à ce que le problème, Dieu nous en garde, ne disparaisse pas, et ils crient leurs exploits sur tous les toits. Le gouverneur Gavin Newsom déclare que de nouvelles données montrent une baisse du nombre de sans-abri en Californie. Voilà, ils ont imprimé des chiffres sur un bout de papier et font semblant d'être très très contents de ces chiffres. Ils les aiment beaucoup. Non seulement ils volent, mais en plus ils s'arrangent entre eux. Donc, des félicitations avec des félicitations et des succès avec des cadeaux. Et dans quoi ont-ils réussi ? Ils ont réussi dans le vol, bien sûr. Ils ont même déjà inventé un nom pour ça. L'absence de domicile, le complexe industriel des sans-abri. Ce cas montre comment l'industrie des sans-abri s'est transformée en un système de blanchiment d'argent, où les politiciens impliqués et les dirigeants d'organisations non gouvernementales s'enrichissent, tandis que le problème qu'ils sont censés résoudre ne fait qu'empirer. Permettez-moi d'évoquer la fraude systématique au Centre Vanguard, l'un des principaux fournisseurs de services pour sans-abri à Los Angeles. D'après les données fédérales, cette organisation à but non lucratif a reçu plus de Imaginez, 100 millions des fonds publics engagés malgré une non-conformité majeure aux audits fédéraux. Pendant des années, j'ai spécifiquement mentionné 100 millions par an, en parlant précisément de ce centre. Mais pour être clair, la Californie a dépensé quelque part entre 6 et 8 milliards de dollars, et cela rien qu'en 2023. Depuis 2019. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que ce programme a été lancé, l'État a jeté 30 milliards dans ce gouffre nauséabond. Selon les autorités, il y a 187 000 sans-abri en Californie et il n'est pas clair si les immigrés clandestins sont inclus ou non dans ce chiffre. Au total, en 5 ans, 160 000 dollars ont été dépensés pour chaque sans-abri. Le nombre de sans-abri en 2019 était de 151 000, et 5 ans plus tard, il s'est passé à 187 000. Autrement dit, en dépensant 160 000 dollars par sans-abri,
les fonctionnaires ont augmenté le nombre de personnes prises en charge de 36 000. Plus il y a de sans-abri, plus il y a d'argent. Moins il y a de sans-abri, moins il y a d'argent. Avec les 160 000 $ dépensés, on aurait pu acheter à chaque sans-abri une maison mobile et les installer dans des parcs spéciaux. On en a plein chez nous. En s'éloignant de Los Angeles, sans aller directement à San Francisco ou San Diego, on peut trouver un petit appartement. Déjà maintenant, pas une maison mobile, mais un petit appartement pour cette somme. Eh bien, disons que Riverside et San Bernardino sont des endroits tout à fait agréables à vivre. Beaucoup de gens y vivent et n'en pensent rien de mal. Mais dès que vous ferez cela, vous résoudrez le problème des sans-abri et vous tuerez la poule aux œufs d'or. La suite, comme toujours, avec nous. Ils prennent de l'argent pour de bonnes causes, et comme nous sommes des pigeons, ils ne résolvent pas le problème, mais l'aggravent, comme je viens de vous le montrer. Eh bien, les sans-abri, c'est rien du tout, mesdames et messieurs. Voici le programme de lutte contre la pauvreté de 1964, Lyndon Johnson. Il nous a coûté depuis 1964 environ 25 000 milliards de dollars. C'est-à-dire les 2/3 de notre dette nationale. Ce n'est même plus drôle, je ne sais même pas. C'est au-delà du rire, à mon avis. Oui. Donc les 2/3 de la dette nationale, nous n'en avons que 38. 38 trillions, eh bien, pas tout à fait les 2/3, un peu moins. Donc 1 trillion a été dépensé pour ce programme chaque année au cours des dernières années. Au début des années 70, la pauvreté, c'était l'incapacité de subvenir aux besoins essentiels de sa famille, concernait 11 à 12% de la population, et aujourd'hui, maintenant, elle est estimée à 10-11%. Donc, la pauvreté a diminué de 1% après avoir dépensé 25 trillions de dollars. Génial! En dépensant encore 250 trillions, on arrivera peut-être à éradiquer complètement la pauvreté. Pour que ce soit clair, nous payons des intérêts sur notre dette publique. Donc, pareil, 1 trillion par an, et pour les pauvres, qu'on n'arrive toujours pas à sortir de la pauvreté, on dépense aussi 1 trillion par an. À mon avis, nous sommes devenus fous ou peut-être que nous n'avons jamais été particulièrement intelligents. C'est possible aussi, mais sinon, comment gagnons-nous autant d'argent pour que, même en distribuant des trillions, il nous en reste encore assez? Et quelle vie incroyable ce serait en Amérique si elle n'était pas pillée. Et maintenant, les rangs des communaux-fascistes se sont-ils agrandis? Écoutez donc le démocrate à la conscience Bill Maher-Bernie. Sanders voulait instaurer un système de santé universel pour 340 millions d'Américains, mais quand le Vermont, pourtant progressiste, a tenté de l'appliquer à ses 626 000 habitants, cela a échoué. Comme ce pauvre bureau ovale la semaine dernière, Bernie Aoka, Mamdani ne sont pas des démocrates. Ils vous le diront eux-mêmes en premier, ce sont des socialistes démocratiques, et c'est tout à fait différent. Si vous vous demandez ce qui arrive quand le Parti démocrate flirte trop avec le socialisme, préparez-vous. C'est comme quand vos amis vous disent de ne pas écrire à votre ex, mais vous le faites quand même. Bill Maher s'en est encore pris à AOC, Bernie Sanders et Zoran Mamdani. Et cette fois, il n'est pas simplement agacé, il organise une véritable intervention politique. Je sais que les jeunes pensent que ce qui s'est passé avant leur arrivée sur la planète n'a en réalité jamais eu lieu, mais c'est bien arrivé. Nous avons répété cette expérience plusieurs fois. Les résultats sont toujours clairs. Voici la Corée du Sud capitaliste vue de nuit depuis l'espace et la Corée du Nord socialiste. Ah oui? En 1900, le Venezuela était plus riche que la Pologne, mais après s'être libéré du passé soviétique, la Pologne est passée au capitalisme. Son économie est désormais aussi grande que celle du Japon. Là-bas, les gens ont de bons salaires, peu d'inflation, des voitures et partent en vacances chez eux. Pendant ce temps, le Venezuela a échangé le capitalisme contre le socialisme d'Hugo Chavez du 1er siècle, qui s'est avéré être le même socialisme que celui du passé ou de n'importe quel autre siècle. Le chaos. Ce que je vous ai raconté sur les programmes de lutte contre les sans-abri et contre la pauvreté, ce n'est qu'une petite répétition.
les tragédies qui arrivent aux pays qui commencent à construire le socialisme. Cela a transformé l'un des pays les plus riches d'Amérique latine en l'un des plus pauvres. Salaire bas, inflation, pénurie, coupure, 8 millions de réfugiés. Si vous croyez que New York peut réinventer la roue, vous serez surpris. Maher rappelle constamment aux gens que Bernie Aoussi et Mamdani ne sont pas vraiment des démocrates, ce sont des socialistes démocratiques, une catégorie complètement différente, et ils l'admettent fièrement. Le problème, c'est que la plupart des électeurs ne comprennent pas la différence. Mais la principale blague de Maher, c'est que ces mêmes politiciens qui s'opposent au capitalisme sont connus, justement parce que le capitalisme existe. Le socialisme démocratique, c'est comme un profil de rencontre. Tout paraît parfait jusqu'à la rencontre réelle. Les élections ont lieu à un moment où nous avons à Washington une administration qui chaque jour nous rapproche de plus en plus d'une société autoritaire. C'est l'Amérique. Que nos paroles résonnent ce soir si fort qu'André Cuomo les entende, dans son appartement. Pour 8 000 $ par mois, New York n'est pas à vendre. Que signifie New York n'est pas à vendre? Comment compte-t-il l'acheter ici? D'ailleurs, vu le nombre de propriétaires qui fuient, qui quittent New York et qui se dépêchent justement de vendre leurs biens, New York est justement à vendre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Alors, messieurs, la meilleure façon de voler la population, je veux dire. D'abord, il faut instaurer la démocratie, c'est un joli mot pour désigner la dictature de la majorité. Puis ensuite, il faut trouver un groupe minoritaire qui suscite l'envie. Donc, c'est comme ceux qui veulent avoir ce que possède la minorité pour qu'ils l'aient aussi. D'ailleurs, 49% c'est une minorité, et moins ils sont nombreux, plus il est facile de mobiliser la majorité contre eux. Eux, la majorité, la dictature de la majorité, la démocratie c'est la dictature de la majorité. Messieurs, 51% votent et 49% doivent suivre. C'est la dictature de la majorité. Donc il faut trouver un tel groupe, l'identifier, celui qui en vit, qui est, oui, et en faire une majorité. Et maintenant, ils vont voter pour tout et n'importe quoi, pour prendre à ceux qui ont et leur donner à eux. Et donc, après cela, il faut inventer un programme qui touche tellement l'âme de toute la population que les gens donnent de l'argent en pensant que c'est noble et nécessaire. Par exemple, la protection des jeunes filles contre l'obscurantisme religieux. Par exemple, peu importe, l'essentiel est trop que cela touche. Le sauvetage des tortues dans l'océan Indien peut aussi émouvoir. Ou encore l'éducation sexuelle. Komarov d'ailleurs, mais si c'est un sujet intéressant. On l'a déjà fait avec les poissons, mais pas encore avec les moustiques. Je ne plaisante pas, on l'a déjà fait avec les poissons. Ensuite, il faut lancer une vaste campagne publicitaire expliquant la nécessité, la douleur et l'urgence des dons pour ce programme. Parce que sans ce programme, ensuite, l'intelligence artificielle t'expliquera ce qu'il est impossible de faire sans ce programme. Et cinquièmement, lutter de toutes ses forces pour l'éducation sexuelle. Komarov. Et puis lutter jusqu'à la retraite, bien sûr, en proclamant constamment des victoires retentissantes qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Et il ne manque plus qu'un tout petit peu d'argent. Nous sommes, comme on dit, soit sur le cercueil, soit le clou. À l'intérieur, Arios Simulak suit. Vous vous souvenez, le jour où Make America Great Again aurait soi-disant attaqué le Capitole. Le matin, on a découvert 2 bombes. L'une au siège du Parti démocrate et l'autre au siège du Parti républicain. Pendant 4 ans, malgré les images des caméras situées à proximité, ils n'ont pas pu trouver le criminel O, ou les criminels.
Lorsque la nouvelle direction, les gens de Trump, est naturellement arrivée au FBI, ils ont trouvé des milliers de pages, de rapports, de détails de vidéos qui n'avaient pas été mis en ordre. Les dossiers, les papiers, ils étaient attachés avec ces... Comment ça s'appelle? Ces machins. Ils étaient en bande tordus pour qu'il soit plus difficile de tourner les pages. Mesdames et messieurs, donc, ils ont étudié tous ces dossiers, rien n'avait été scanné, rien n'avait été entré dans l'ordinateur, rien n'avait été numérisé, et en fait, ils n'ont presque rien trouvé. C'est-à-dire qu'une énorme quantité de documents a été rassemblée pendant 4 ans, et rien n'a été relié, ils n'ont rien trouvé du tout. On avait l'impression que, pour une raison quelconque, le FBI ne démêlait pas cette affaire, mais l'embrouillait, ce qui est, disons-le, étrange. Oui, la nouvelle équipe s'est mise à démêler, à enquêter, et les premières conclusions ont été faites par une policière qui a ensuite rejoint la CIA. D'après les documents, d'après les papiers, il semblait que c'était elle qui avait apporté ces 2 bombes. Elles n'ont pas explosé, mais elles ont détourné la police du Capitole. Donc dans les documents, il y avait même un rapport disant qu'elle avait subi une opération à la jambe, ce qui avait entraîné une boiterie très caractéristique, et voilà justement cette boiterie, donc, et ainsi de suite. L'affaire est déjà passée à l'étape suivante, c'est-à-dire que l'enquêteur travaillait avec le procureur, c'est déjà parti, pour ainsi dire, dans la presse, oui, lorsque de nouveaux détails, auparavant soigneusement cachés pour une raison quelconque, sont devenus connus. L'analyse du FBI, par exemple, a conduit à la conclusion que dans les 2 endroits, ce n'était pas une femme, mais un homme. Donc, le FBI a commencé à envisager un scénario complètement différent. Brian Cole Jr., que le FBI considère comme l'organisateur des bombes artisanales près des sièges du Parti démocrate et du Parti républicain la veille du 6 janvier 2021, il a comparu aujourd'hui devant un juge au tribunal fédéral du district de Columbia. Que va-t-il se passer? C'était rapide. En gros, il a écouté le juge énumérer les chefs d'accusation retenus contre lui, qui sont très graves. Possession d'explosifs. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, a déclaré le juge, s'il est finalement reconnu coupable. Fait intéressant venant de la salle d'audience, les procureurs disent qu'il a passé environ 4 heures à répondre aux questions et à coopérer avec les agents du FBI après son arrestation. La famille de Cole était aussi présente jeudi dans la salle d'audience. Ils ont crié « Nous t'aimons » une fois que tout a été dit et fait. Tant que nous n'avons pas confirmé le motif, mais Associated Press rapporte qu'il a avoué être l'homme. Elle rapporte également qu'il était un partisan du président Trump dès 2020 et croyait que les élections avaient été volées. Pratiquement tous ceux qui sont venus au Capitole le 6 janvier disaient que c'est cela qui les avait motivés. Cela aurait été la veille. Cela va de soi, mais peut être mu par cette même conviction. Il doit maintenant comparaître devant le tribunal le 15 décembre. La presse a immédiatement rapporté que Brian Cole avait posé des bombes pour se venger de Trump, qu'il avait soutenu en 2020. La suite, il y a quelque chose qui ne colle pas pour moi. Donc le FBI de Biden cache l'implication de Cole, ne donne aucune information à son sujet, le couvre. Et lui, de leur point de vue, c'est le même genre de bandit que ceux qui ont attaqué le Congrès. Alors, eh bien, c'est comme les marins baltes en 1917 qui sont allés sur le palais d'hiver. Là-bas, ça se ressent autrement que la vérité. Salut tout le monde, c'est Benny. Nous sommes passés de l'étrange à encore plus étrange quand l'homme qui a posé des bombes artisanales a avoué aux autorités fédérales qu'il avait bien installé ses engins explosifs le 6 janvier. Donc maintenant, nous avons non seulement des aveux complets, mais aussi un mobile. Il dit qu'il est un partisan de Trump, qu'il était très en colère à cause de toutes ces élections et qu'il essayait de se venger ou quelque chose comme ça, mais c'est tout simplement de la folie. Commençons par le début. En quoi devons-nous croire ? Que ce jeune homme noir, qui, à notre connaissance, n'a absolument aucun lien avec le président Trump ou le mouvement Make America Great Again. Un homme qui n'a pratiquement aucune trace numérique a été complètement radicalisé. Bien que sa famille, pour laquelle il travaille dans une société de cautionnement qui accorde des cautions à des criminels étrangers, ait poursuivi à plusieurs reprises l'administration Trump, puis celle de Biden.
pour racisme, ce qui, comme vous le comprenez, est évidemment imprégné d'idéologie de gauche, d'activisme pour la justice sociale et raciale. Que cet homme, ce soi-disant loup solitaire, était tellement en colère et bouleversé par les résultats de l'élection de 2020 qu'il fabriquait des bombes, mais ensuite, il a commencé à acheter des pièces pour fabriquer des bombes plusieurs années avant de les installer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vous voyez, je ne suis pas seul à me poser cette question. Il a été tellement vexé pour Trump qu'il a fabriqué, sans savoir faire, 2 bombes et les a placées ce jour-là, au moment parfait, quand d'autres comme lui sont partis. Et il ne le savait même pas. Donc à l'avance, bien sûr, ils ont pris d'assaut la colline du Capitole sans armes, ils ont un peu marché dans le Congrès, puis ils sont rentrés chez eux sans rien casser ni enfreindre. Ils n'ont même pas écrit « Vassia était ici » ou « Macha Plupacha ». C'est pareil que la grossesse. Ils se sont juste promenés et sont partis, ces criminels. Qu'est-ce qu'ils sont désagréables. Bonjour Anna. Ma collègue Carole Leneguen et moi avons appris de plusieurs sources que ce suspect a en fait avoué avoir posé les bombes. Il a déclaré aux agents du FBI soutenir Donald Trump. Ils ont aussi rassemblé des preuves de ses tendances anarchistes, affirmant que c'est le mobile. Les raisons de cet acte restent floues et il reste prudent quant aux conclusions à en tirer. Au Capitole, ils disent qu'on lui a trouvé des tendances antisociales alors qu'il vivait seul avec ses parents. Les voisins le décrivaient né comme quelqu'un de calme et timide, donc beaucoup de choses restent floues, mais l'essentiel, c'est qu'il a avoué. Il semble qu'ils aient résolu cette affaire après 5 longues années à essayer de rassembler des preuves. 5 ans de recherche et ils avançaient discrètement. Rédacteur, et maintenant ils ont trouvé, pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé plus tôt? Et il est venu et a dit, oui, c'est moi qui l'ai fait et je soutiens Trump. Je ne suis pas surpris, mais si on regarde l'affidavit qui a été déposé au tribunal hier, ils avaient tout simplement une quantité écrasante de preuves liant cette personne à ce crime. Non seulement son historique d'achat, mais aussi son téléphone qui a été localisé par les antennes relais dans cette zone à ce moment précis. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'ils avaient, un lecteur de plaques d'immatriculation installé sur l'une des autoroutes menant directement au Capitole a également enregistré sa plaque ce jour-là. Donc normalement, lorsque vous vous apprêtez à interroger un suspect dans une affaire, vous lui présentez certains éléments de preuve, pas tous, mais une partie des preuves que vous avez. Cela les amène souvent à penser qu'ils m'ont eu, et tu sais, je pourrais bien avouer. Je pense qu'en voyant tout ce qu'on lui a présenté, il a compris qu'il était pris. Alors que va-t-il se passer ensuite? Maintenant, nous avons besoin de réponses à toutes les autres questions, à toute cette cascade. Nous en avons longuement parlé ce matin à l'antenne. Vous avez trouvé beaucoup de choses intéressantes. C'est quelqu'un qui avait été radicalisé, c'est quelqu'un qui, comme nous l'avons vu avec l'enlèvement, Gretchen Whitmer, comme nous l'avons vu dans d'autres complots fédéraux déjoués, c'est une personne qui a été utilisée comme bouc émissaire pour manipuler l'environnement médiatique et politique afin d'attaquer Make America Great Again. Vous savez, je ne sais pas. Sa famille dit au contraire qu'ils n'en reviennent pas, qu'ils n'arrivent pas à croire que cela se passe. Vous savez, ils sont sous le choc. Il ne ferait pas de mal à une mouche, il n'a pas de vie sociale, il est sur le spectre, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé violent ni d'antécédents. Et vous savez, eh bien c'est évident, vous vous êtes trompé de personne. Mais ensuite, il avoue, tout cela n'a absolument aucun sens. Donc, ce que nous devons retenir de tout cela, ce dont nous avons besoin ici et ce qui est indispensable, c'est plus d'informations. Et voici ce qu'on nous a promis après l'inculpation d'aujourd'hui. On nous a promis une avalanche de nouvelles informations de la part du FBI, des fédéraux, de Dan Bongino et de Cathy Zell, qui ont tous deux parlé à la télévision hier soir. Écoutez, vous découvrirez de nombreuses informations sur la situation ici et les échecs du FBI de Biden à retrouver cette personne. Maintenant, cela a un peu tout compliqué parce que je pensais que c'était un extrémiste d'extrême gauche, que c'était un radical d'extrême gauche. D'après sa famille, son histoire, les gens avec qui il communiquait et travaillait, il me semblait que c'était quelqu'un, vous savez, clairement de gauche, qui essayait de nuire au mouvement MAGA. Pourquoi bombarder son propre mouvement alors que le lendemain, MAGA devait défiler ici?
Pourquoi as-tu fait ça? Ça n'a aucun sens. Si tu es un fervent partisan de Trump, pourquoi as-tu posé une bombe au Comité national républicain? Ça n'a aucun sens. Tout ça est insensé pour l'instant. Il faut attendre d'avoir plus d'informations. Voici ce que Cash et Dan disaient hier sur ce que nous allons obtenir. Une trace. Vous en saurez plus sous 24 heures parce qu'il va comparaître pour la première fois devant le tribunal. Il sera inculpé et il subira la procédure officielle de mise en accusation. Et dès que cela arrivera, nous pourrons expliquer plus clairement au public ce que nous avons découvert. Mais je rappelle au public que ce suspect n'avait que 25 ans au moment de l'incident présumé avec la bombe. Pas du tout vieux, pas une personne avec un long passé dans la justice pénale, mais je pense que nous le découvrirons dans les prochains jours, peut-être même dès demain. C'est la quantité de ressources qu'il faut investir là-dedans, globalement, sans embellir les preuves dans cette affaire. Vous devez aller acheter des tuyaux, vous devez aller acheter des bouchons, vous devez aller acheter du soufre, vous devez aller acheter des fils électriques. Vous devez ensuite savoir comment tout assembler avec succès. Et rappelez-vous, heureusement, ces dispositifs n'ont pas fonctionné, mais ils auraient pu fonctionner. Ils étaient masse prêts à exploser. Et c'était une catastrophe évitée qui, heureusement, a sauvé la vie de centaines de personnes autour du Capitole des États-Unis. Nous, enquêteurs et agents du FBI sur le terrain, nous sommes concentrés sur cela en dirigeant cette affaire et en le déclarant. Découvrons qui achète cela, comment il l'utilise et comment il apprend à le faire. Et je pense que vous obtiendrez plus d'informations sur le comment, le pourquoi, le quand, le où et la planification dans les prochains jours. C'est-à-dire qu'il fallait savoir quoi acheter, puis l'acheter, ensuite tout assembler, puis acheter, utiliser, puis vérifier. Comment arriver inaperçu jusqu'aux cibles choisies, s'habiller de façon à ce qu'on ne voit ni les mains ni le visage. Faire tout cela et ne le dire à personne pendant 5 ans. Sur ce qu'il a fait... Sean, je ne sais pas ce que, bon sang, faisait cette précédente équipe de dirigeants, hormis poursuivre des opposants, instrumentaliser le FBI, nuire à sa réputation et couvrir de honte ses agents qui arrêtent terroristes, espions, le Parti communiste chinois et autres. On dirait qu'ils essayaient délibérément de saper la confiance dans l'institution et c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés avec le directeur, lors de ma première réunion. J'ai prêté serment et je vous assure, 15 minutes après, ceux présents à la réunion le savent. J'ai demandé, quand est-ce que je commence? J'ai besoin d'un rapport complet sur l'affaire du poseur de bombes dès le premier jour et j'ai regardé l'agent en charge de l'affaire, ayant reçu un rapport complet sur ce qu'ils avaient fait. Et ils avaient fait un travail assez approfondi, ils avaient suivi, je crois, des milliers de pistes, plus de 6000 entretiens. Des centaines de pistes avaient été suivies et l'affaire restait encore relativement au point de mort. Et j'ai attrapé l'agent chargé de l'affaire à la sortie et je lui ai dit « Tu vas me le trouver, tu vas traquer ce type et le retrouver. Tu vas me le ramener, je le veux. » Cela a marqué le début de 9 mois d'efforts pour assurer une responsabilité et transparence totale envers le public américain et retrouver ce type. Et aujourd'hui, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Eh bien, c'est un appel un peu idiot. D'après les voisins et les connaissances, c'était une personne renfermée et calme. Il vivait avec ses parents, il aimait se promener avec son chien dans le quartier, il ne participait jamais à des manifestations ou des marches, il n'écrivait rien sur les réseaux sociaux et, n'ayant aucune. Il a mené l'opération à 2 endroits pour rester introuvable pendant 5 ans. Et voici encore une étrangeté. 4 ans. Les démocrates aimeraient attraper un partisan de Trump avec des bombes. Ce serait vraiment génial pour eux, pour ainsi dire, afin d'aider à détruire Trump et Make America Great Again. Et maintenant, réfléchissons un peu par nous-mêmes. J'affirme que si Dan Bongino l'a trouvé, alors les démocrates pouvaient aussi le trouver, et peut-être qu'ils l'ont trouvé en 4 ans de recherche, ou peut-être qu'ils l'ont trouvé et ne l'ont pas annoncé. Comme le terrible Trumpaman, qui essayait de tuer tous ceux qui se mettaient en travers du monstre Donald J. Trump. Logiquement, ce ne devrait pas être un poseur de bombes solitaires. Ces bombes, qu'elles aient explosé ou non, étaient censées détourner des forces de police importantes des marches du Capitole.
À qui cela profitait-il? Pourquoi quelqu'un en avait-il besoin? Ensuite, la personne qui les a placés devait savoir exactement quel jour et à quelle heure il fallait les déposer. Tout a vraiment trop bien coïncidé. Et troisièmement, il pouvait penser n'importe quoi. Qu'il était seul, qu'il soutenait Trump, que toute sa famille et tous ses amis étaient honteux contre Trump, et que lui seul était un combattant. Cela signifie que, s'étant fâché pour la première fois de sa vie à cause d'une tromperie politique, il a fabriqué des bombes. D'ailleurs, il avait acheté les matériaux 1 an avant que Trump ne soit trompé, c'est-à-dire qu'il pensait que Trump pourrait être trompé, et donc il se préparait. Waouh! Il a acheté les matériaux et a appris à fabriquer une bombe. Et quand Trump a été trompé, il a pris 2 bombes assemblées et, le jour de la manifestation, il est allé les placer. Et pourquoi, s'il protestait contre le fait que Trump ait été trompé, il voulait poser une bombe contre le Parti républicain? Ça reste incompréhensible. Voilà, et maintenant ma version de la phobie. Peut-être Slou, je ne sais pas. À un moment donné, ça l'a repéré sur le radar et a commencé à le dresser, peut-être même sans qu'il comprenne lui-même ce qui se passait. Aujourd'hui, on peut même le faire via Internet. Et quand le moment est venu, ils ont appuyé sur le bouton, lui ont soufflé quand et où aller, où et comment poser les bombes, comment s'habiller, comment marcher pour ne pas être reconnu. C'est alors et seulement alors qu'on comprend pourquoi on n'a pas pu le retrouver. On ne pouvait pas le retrouver parce que personne ne le cherchait. Ceux qui devaient le savoir savaient où il était, qui il était, comment il allait et comment le trouver en 1 minute. Donc pour répondre à la question posée au début de ce segment sur la façon de commettre un crime et d'échapper à la punition, la réponse serait la suivante. Merci soit dans la même équipe que ceux qui seront chargés de te retrouver plus tard. Alors personne ne te trouvera jamais. On n'a pas retrouvé ceux qui ont tiré et tué John Fitzgerald Kennedy. Suite logique, car il semble que ceux qui cherchaient étaient justement ceux qui avaient donné l'ordre de tirer. Rappelez-vous, 6 membres du Congrès, tous d'anciens militaires. Tous ces membres du Congrès ont publié cette vidéo la semaine dernière. Elle a fait beaucoup de bruit et ils ont tous été invités à l'émission du dimanche. Nous avons des extraits de chacun d'eux et aucun d'entre eux n'a donné de réponse cohérente. Chacun avait son propre sujet de discussion. Ils vont dans des médias amis et on leur pose des questions qui auraient dû être simples s'ils avaient réfléchi à l'avance aux conséquences de cela. Pensez-vous que le président Trump a donné des ordres illégaux? À ma connaissance, je ne suis pas au courant de choses illégales, mais il y a certainement des jeux juridiques avec ces grèves dans les Caraïbes et tout ce qui concerne le Venezuela. Elle était analyste à la CIA, c'est le département de l'acrobatie juridique aux États-Unis. Et elle est assise ici en train de parler. C'était un besoin tellement pressant que nous avons publié cette annonce pour que les gens sachent qu'ils n'ont pas à exécuter des ordres légaux. Ils se sont trahis eux-mêmes. Cela montre que c'était motivé politiquement afin de saper l'autorité du président des États-Unis en tant que commandant en chef. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Et maintenant, le voile du brouillard commence à se lever. Après leur intervention inattendue, des panneaux sont soudainement apparus avec des textes concernant les bases militaires américaines, la radio et la télévision. Des explications étaient données en disant que que le rédacteur pouvait donner un ordre illégal, c'était écrit sur les panneaux, c'était ce que disaient les présentateurs corrompus, nos présentateurs corrompus préférés, que Trump pouvait donner un ordre illégal. Et tous les fils menèrent au même endroit, à une seule source. La suite où se trouvait l'argent et à quoi cela menait, mesdames et messieurs, dans la prochaine vidéo.